Kinshasa Direct, votre magazine vespéral sur Télé 50 est bel et bien présent pour ce mardi soir, 4 mai 2021. Comme d'habitude, nous allons aborder différents sujets qui font la une de l'actualité ici dans le pays, mais également à travers le monde. Nous allons parler tout d'abord de cette taxe RAM. Il s'agit des registres des appareils immobiliers qui fait jaser. La population n'en veut pas. Les autorités insistent. Nous allons recevoir pour vous un député national à la personne de Claude Missaré qui a déposé une question orale avec débat au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour en savoir un peu plus clair sur cette affaire. En deuxième partie, le deuxième dossier sera abordé avec un internationaliste à la personne de monsieur Christian Choukourou avec qui on va parler du contour de l'état des sièges décrétés hier par le président de la République pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Qu'en est le contexte, les contours, comment ça va se passer? Est-ce que l'on peut espérer un résultat finalement avec cette décision qui n'avait jamais été prise auparavant depuis les débuts de ces massacres dans cette partie du pays? On aura la réponse avec lui ici. Mais sur Télé 50, la tradition c'est les informations. Il est 18h et Jenny Kayembe est venue nous livrer la charpente des quelques titres qui seront développés dans la grande édition des 19h. À Jenny, j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christopher Ochoku. Madame, Messieurs, vous suivez Télé 50, vous avez raison. Bienvenue aux grandes lignes de l'actualité. Même s'il faut mettre la moitié du budget du pays en jeu, le président de la République et le gouvernement le feront pour retrouver la paix dans l'est du pays. Déclaration du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya ce mardi au cours d'une conférence de presse conjointe avec l'armée et la police. Il s'agissait de circonscrire les cadres de ce que sera la situation d'état des sièges proclamée par le chef de l'État pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Restons au Nord Kivu pour parler cette fois-ci du commandant de la 32e brigade RR Commando engagé dans la traque des ADF qui a récompensé 2 de ses éléments pour avoir dénoncé des officiers présumés du trafiquant des munitions arrêtés il y a plusieurs semaines à Béni au sein de cette unité de FARDC. C'était au cours d'une parade spéciale tenue au camp militaire général Chico Chitambwe à Mabango, au sud-ouest de la ville de Béni, un acte pédagogique dans le sens d'encourager les autres militaires à demeurer loyaux et patriotes pour l'intérêt de la République. Sur notre continent, au moins 30 civils tués et un village saccagé dans une région de l'est de Burkina Faso. Des hommes armés non identifiés se sont attaqués aux populations malgré l'intervention des volontaires pour la défense de la partie. Information sportive éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique. La Confédération africaine de football a publié hier la liste des stades qui répondent aux normes. En République démocratique du Congo, seul les stades TP Mazembe est repris avec comme conséquence la délocalisation des MAC des Léopards vers Lubumbashi. Les stades des Martyrs de Kinshasa n'y figurent pas. Merci à tous de votre attention soutenue. Kinshasa Direct se poursuit avec Christopher Ochokum et retrouvez Gloria Mbouya à la grande édition pour le développement de tous ces titres. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Vous avez des difficultés à vous procurer un forfait internet ou n'importe lequel à travers les services de téléphonie mobile, eh bien, un élu de la nation a pensé à la population et a adressé une question orale avec débat au ministre des PTNT qui devra se justifier dans les jours qui viennent devant la représentation nationale. Il s'agit du député Claude Missaré avec qui nous aurons le tout premier dossier de ce soir. Lorsque on a développé une partie du Congo, la somme des développements de chaque province fait le développement du Congo. Question, pourquoi chez vous ça n'a pas marché? Un élément essentiel qui divise le Sankourou. Vous savez que le Sankourou connaît actuellement 2 ans et demi. Le gouverneur n'est pas installé, l'Assemblée provinciale en débandante, parce que les acteurs politiques du Sankourou, qui sont Tshisekedi à Kinshasa, divisionniste au Sankourou, Lumumbiste à Kinshasa, divisionniste au Sankourou, Kabiliste à Kinshasa, mais génocidaire, je veux dire criminel au Sankourou. Rien n'a été fait pour le Grand Kasaï.
Et comme ça, nous assumons. Parce que si les conditions étaient là, de quel droit, quel est ce péché? Exactement, je dis, de quel est ce péché-là que nous avons fait que la chute, ce barrage Inga, puisse sauter tout l'espace du Grand Kasaï, aller atterrir seulement dans le Grand Katanga, et on exige. Avec tous ces moyens que vous avez eus, pourquoi vous avez raté les développements de votre province? Mobutu n'a pas pris le pouvoir au nom de l'Équateur. Mobutu a pris le pouvoir, souvenez-vous-en, au nom de l'état-major de l'armée. Mais le problème, c'est le manque d'amour entre les cadres de l'Équateur. Manque d'amour? Manque d'amour. C'est ça qui a fait que l'Équateur a perdu. Pourquoi ça marche, la décentralisation à Joseph Kabila, par exemple, à Goma? Goma est plus propre. Pourquoi ça marche à Kolwezi? Pourquoi ça marche même à Kalemi aujourd'hui et que ça ne marche pas à Kinshasa? Le manque d'un esprit avant-gardiste des différents dirigeants qui se sont succédés dans cette ville qui a conduit Kinshasa aujourd'hui dans cette situation. Aujourd'hui, la plupart des gens ici qui font des bêtises, ce ne sont pas les Quinois, non. C'est-à-dire? Non. Donc vous dites ceux qui sont arrivés à Kinshasa, c'est qui ont amené de mauvaises habitudes à Kinshasa. Mais oui, un bourgmestre qui fait 10 ans, un chef de quartier, moi je ne connais même pas mon chef de quartier, je le cherche jusqu'à présent. Tournons en rond. Les Quinois tournent en rond. Tournent en rond. Tout ce que nous avançons comme argument semble être des arguments qui font un pas en avant et 2 pas en arrière. Est-ce que vous savez qu'au niveau de la diaspora, on parle aujourd'hui de la 2e et 3e génération? Elle n'est plus comme la première génération. Vous avez tout oublié. Vous avez cité Tchad Toumba comme étant un modèle, un leader de la diaspora. Je m'investis en faux. Tchad Toumba n'a jamais été un leader. Depuis que les opérateurs de réseaux mobiles ont commencé à retrancher mensuellement dans les appareils mobiles de leurs clients, ces derniers se plaignent contre cette taxe incompréhensible jusqu'à ce jour à cause de son coût très élevé et de l'absence de contrepartie. Peut-on lire sur cette question orale avec débat déposé par les députés nationaux Claude Missaré au bureau de l'Assemblée nationale. Il est avec nous ce soir et on va en savoir davantage. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Alors, si je peux me permettre, que contient clairement cette question orale avec débat adressée au ministre de PTNTIC? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour la première fois que je participe dans l'émission Kinshasa Direct. J'ai adressé une question orale avec débat au ministre Kibasa Maliba après une grogne sociale observé sur toute l'étendue du territoire national, sur cette fameuse taxe du registre des appareils mobiles. Vous savez que notre pays est dans une crise économique liée à la Covid-19. Il n'y a pas d'emploi. Ceux-là qui font des petits jobs ne sont pas rémunérés. Sur cette pauvreté que traverse la population, le ministre Kibasa Maliba a préféré imposer une taxe à la population de la République démocratique du Congo. Parce que c'est passé par imposition. Oui, c'est une imposition. Les taxes s'imposent toujours parce qu'il y a et ce qui nous étonne, cette taxe nous a été imposée sans aucune information. La population n'a pas été informée, la population n'a pas été préparée par rapport à cette taxe. C'est pourquoi vous voyez des mouvements citoyens manifester, c'est pas la société civile, c'est parce qu'en amont, il n'y a pas eu préparation de la population par rapport, n'est-ce pas, à cette taxe. Parce que vous parlez justement de la contrepartie. La population ne sait pas. Oui, il n'y a pas de... Non, la population n'est pas informée. Vous voyez seulement un message tomber, on vous coupe les unités sans savoir où est-ce que ces unités vont. C'est pourquoi nous avions préféré adresser une question orale avec débat pour que le ministre Kibasa Maliba vienne au Parlement éclairer la lanterne de la représentation nationale par rapport à cette taxe. Mais à travers une communication officielle, l'RPTC, qui est une des parties prenantes justement dans cette affaire sur la taxe des registres des appareils mobiles, évoque
notamment quelques raisons. La destination de cet argent, c'est pour placer Internet dans les aéroports, les gares, les parkings, les universités publiques notamment. C'est pour numériser la fonction publique et tout cela. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Vous pouvez nous dire aujourd'hui combien d'appareils ont été enregistrés? Est-ce que vous pouvez nous dire combien cette taxe a fait entrer au trésor public? Personne n'est informé. Une année après. La localisation de cet argent, personne n'est informé. C'est pourquoi le ministre est obligé de venir au Parlement pour nous éclairer par rapport à toutes ces questions. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux que le ministre doit le faire. Alors, votre démarche, elle vise à avoir des informations tout simplement ou carrément à abolir cette taxe parce que la population n'en veut pas. La population d'ailleurs a tenté hier lundi. Je parlais de la pauvreté que la population traverse aujourd'hui. Ajouter une taxe sur cette misère que traverse la population, je pense que c'est trop. S'il y a possibilité d'arrêter, avec ces taxes, la population ne peut qu'applaudir. Et par rapport et tout dépendra, n'est-ce pas, des réponses que le ministre Kibassa Maliba va donner aux préoccupations des honorables députés nationaux. Pour les réponses données précédemment, notamment celles que je viens de citer. Non, ça c'est une réponse donnée dans les réseaux sociaux. Les ministres doivent avoir le courage de venir au Parlement pour venir donner ces réponses, n'est-ce pas, à la représentation nationale. Mais est-ce qu'il s'agit de la première convocation? Est-ce que vous êtes sûr d'abord qu'il va vraiment se représenter? Parce que j'ai vu le député national il va venir parce que c'est le règlement intérieur qui me donne le mandat, n'est-ce pas, d'adresser cette question orale avec débat au ministre Kibassa Maliba. Et puis, s'il ne vient pas le règlement intérieur ou la Constitution, est clair. C'est clair, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire lorsque une question orale avec débat est déposée au bureau de l'Assemblée nationale, si la question est jugée recevable, dans 4 jours, le bureau doit l'adresser à qui de droit, c'est-à-dire au ministre Kibassa Maliba, qui doit répondre dans les 10 jours qui suivent. Alors, moi, je ne peux qu'attendre. La démarche est à quel niveau? Non, moi, j'ai déposé hier la question au bureau de l'Assemblée nationale. J'observe pendant 4 jours. C'est après, n'est-ce pas, les 4 jours que la question sera envoyée au ministre Kibassa Maliba. Mais est-ce on peut vraiment s'attendre à quelque chose? Vous savez que c'est un dossier qui préoccupe vraiment la population. Tous les Congolais qui, petit à petit, c'est vrai que le taux d'incubation Internet dans le pays est assez faible, mais à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des armées numériques. Ils se sont retrouvés quand même dans la rue. Hier, ils ont même bravé la police. Il y en a qui ont été interpellés, d'ailleurs sauvagement, mais ça ne les a pas fait peur. Ils promettent d'ailleurs de revenir si ça continue. Vous prenez l'engagement aujourd'hui d'être leur porte-parole au niveau de l'Assemblée nationale, d'avoir les réponses auprès du ministre. Est-ce qu'on est sûr que la démarche pourra aboutir ou c'est juste un ballon d'essai, ça va faire peur au ministre et après on passe à autre chose? Ce n'est pas un ballon d'essai. On n'a pas adressé cette question orale avec débat au ministre pour faire débat, pour faire peur au gouvernement, aux membres du gouvernement. Non, nous cherchons des réponses claires aux préoccupations de la population par rapport à cette taxe. Et pourquoi 3 députés à la fois? Parce qu'on informe que vous n'êtes pas le seul. Bon, pourquoi 3 députés? Je ne pense pas que je peux avoir des réponses par rapport à cette question. C'est habituel pour certaines questions que ça coïncide comme cela? Lorsque j'ai une initiative en tant que député national, je ne suis pas obligé de contacter mes collègues pour savoir ce qu'ils pensent par rapport à cette question. J'ai fait mon travail et c'est dans les réseaux sociaux que j'ai lu une autre question adressée au même ministre par le collègue Juvenal Mounoubo et le collègue Odiane. Notre règlement intérieur est clair. Lorsqu'il y a plusieurs députés qui adressent, n'est-ce pas, une même question à un membre du gouvernement ou un gestionnaire d'une entreprise, on considère la question qui a été déposée avant. Quelles sont vos questions justement, si on peut je vous ai dit que le Premier ministre, pas le Premier ministre, excusez-moi, le ministre Kibassa Maliba doit nous dire depuis que l'opération a commencé, combien d'appareils ont été enregistrés. Nous voulons avoir les bilans par rapport à cette opération.
Le ministre Kibasa Maliba doit nous dire combien d'appareils ont été volés. Et puis... Parce que c'est ça justement. Nous voulons aussi savoir la localisation de cet argent. Vous prélevez à travers, n'est-ce pas, les réseaux Vodacom, Orange, je ne sais pas, Télécel. Vous prélevez cet argent, vous faites payer, vous imposez, n'est-ce pas, ces taxes à la population. Vous devez nous dire, en tant que ministre, que fait cet argent. Mais on a qui disent, si la population achète des téléphones, par exemple, piratés, hein, des téléphones de contrefaçon, la faute ne revient pas au consommateur qui va acheter, mais plutôt on au pays qui fait on n'a pas une entreprise qui fabrique les téléphones au Congo, à moins que je ne sois pas informé. Je ne connais pas une seule entreprise au Congo qui fabrique les téléphones. Est-ce que sincèrement, vous pensez que cette taxe peut être profitable en tant qu'élu de la population? Est-ce que vous pensez que ça peut être profitable, que ce soit à la population ou à l'État, de quelque manière que ce soit honnêtement? C'est pourquoi nous posons cette question de transparence. Nous voulons que le ministre vienne nous expliquer. Nous, on donne l'argent, nous, on donne les unités. Le ministre doit nous dire l'argent qu'on prélève dans vos téléphones, les unités qu'on prend dans vos téléphones. Voilà ce que fait cet argent. C'est seulement ça. Et s'il n'arrive pas à vous convaincre, par exemple, nous allons faire recours à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qui dit quoi dans ce cas de le ministre ne parvient pas à convaincre la représentation nationale, nous allons faire recours au règlement. Nous allons passer au vote de la motion de défiance. Entre-temps, la population, il y en a qui payent encore jusqu'aujourd'hui, justement. Oui, tous nous payons. Jusque-là, comme il n'y a pas encore débat au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons que souffrir en attendant. C'est après ce débat que peut-être la population pourra se retrouver. Oui, mais quelle position doit adopter la population pour le moment? Hier, ils étaient dans la rue, ils sont en train de projeter une opération similaire probablement dans les heures, voire les jours qui suivent, parce que pour le moment, rien n'est fait, y compris même, semble-t-il, les opérateurs de téléphonie mobile, quelques-uns se plaignent aussi, ne voient pas clair dans cette affaire. Quand on prend les unités dans mon téléphone, moi, je ne vois pas le ministre Kibasa Maliba. C'est pourquoi je parlais de l'information. La population ne voit pas Kibasa Maliba en tant que membre du gouvernement. La population voit les opérateurs, n'est-ce pas, des télécommunications. Hein? On voit RTL, on voit Vodacom, parce que c'est Vodacom qui prend les unités. C'est pourquoi j'ai dit que la population devait être préparée par rapport à cette taxe. Parce qu'il y a un problème de communication. Les réseaux n'ont pas des problèmes. Le problème, c'est le gouvernement. Et les réseaux, il faut encore en parler. On dit que les services rendus sont déjà trop chers. S'il faut aborder ce sujet-là aussi. La tarification coûte énormément. Par rapport le peuple est confronté à beaucoup de difficultés. Vous avez cité le coronavirus tout à l'heure, mais il y a la crise économique, il y a la crise sécuritaire, il y a ce vent politique qui a secoué un peu le pays et tout ça. Et au-delà de tout ça, on a l'impression que le gouvernement, censé apporter des solutions à la population, vient encore donner un coup de poignard dans le dos. Il y a grogne sociale. Et l'Assemblée nationale doit chercher une solution à cette grogne. Parce que ces dossiers préoccupent la population sur toute l'étendue du territoire national. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. C'est pourquoi je vous ai dit ici, c'est partout là où on part dans les réseaux sociaux, c'est partout où on dénonce, c'est partout où on injurie, n'est-ce pas, le ministre Kibasa Maliba. Pourquoi il doit attendre seulement pendant cette crise, hein, pendant qu'on est dans la crise économique liée à la Covid, pour nous imposer, n'est-ce pas, cette fameuse taxe du registre des appareils mobiles. Il devait d'abord attendre cette crise passée et après voir si il y aura possibilité, n'est-ce pas, d'inventer ou d'imposer cette taxe à la population. Et donc moi, je pense que le moment n'est pas opportun. Vous prenez l'engagement aujourd'hui devant les téléspectateurs, les peuples, j'ai fait mon travail, de ne pas reculer, d'aller jusqu'au bout de la démarche. J'ai fait mon travail en tant que député national. Ce que je peux demander, c'est l'accompagnement du bureau de l'Assemblée nationale.
j'ai eu à déposer beaucoup de questions orales avec débat à l'époque de Mabunda, mais rien n'a marché. Est-ce que c'est pas ce qui va encore se passer cette fois? Aucune question n'a été alignée à l'époque. Alors, je pense, avec les nouveaux bureaux, on va laisser l'Assemblée nationale. C'est votre première question avec le nouveau bureau? Oui, c'est ma première question avec le nouveau bureau. D'accord, on espère que ça va marcher, surtout la population. J'ai l'espoir que ça va marcher. Que la population... La population peut nous faire confiance. On peut observer dans 4 jours, la question sera adressée à Kibasa Maliba, qui pourra se présenter dans 10 jours après, n'est-ce pas, le dépôt de la question à son bureau. Et quant à votre population, vous êtes élu du Sud Kivu, oui, vous êtes représentant de cette base-là. Quel message vous leur adressez par rapport à cette situation particulièrement? Bon, je dis que je fais mon travail, la population peut me faire confiance. Ce n'est pas par complaisance que j'ai adressé cette question au ministre Kibasa Maliba. C'est après, n'est-ce pas, les lamentations, après grogne sociale que j'ai observées sur toute l'étendue du territoire national. Et Dieu voulant, je pense que dans 2 semaines au maximum, il y aura une solution par rapport à cette question. Dieu voulant, avec l'accompagnement, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par le président Mbosso, la population de la République démocratique du Congo pourra avoir un éclairage sur cette fameuse question. Merci beaucoup, monsieur le député national, Claude Missaré. Je rappelle que vous êtes élu du Sud Kivu, comme on l'a dit tout à l'heure, pour toutes ces précisions au sujet de cette question orale avec débat déposé à l'intention du ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, qui devra éclairer la lanterne des élus nationaux au sujet de cette taxe qui dérange, cette taxe de trop. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va passer à notre deuxième dossier du soir et ce sera avec l'internationaliste Christian Choukourou pour parler de l'état des sièges.
Tel que je l'ai annoncé tout à l'heure, nous débutons avec notre deuxième dossier de ce soir avec monsieur Christian Choukourou, internationaliste. Bonsoir. Bonsoir Christopher. Vous l'avez certainement entendu tout à l'heure lors de la présentation des grandes lignes. Peu importe les moyens qu'il faudra, le président de la République et le Premier ministre sont prêts à les mettre en jeu pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Nous vivons désormais, en fait, dans 2 jours, nous vivrons cette situation d'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une première depuis le début de la situation, de la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Un commentaire avant les débuts du dossier. Oui, une décision courageuse en fait, même si c'est une décision qui vient en retard, pendant que ces provinces continuent donc à connaître des situations de fait où nos compatriotes sont à chaque minute qui passe en train de mourir de balles ennemies. L'autre inquiétude, c'est quand même que j'aurais voulu que cette situation soit étendue un peu dans d'autres provinces comme le Sud Kivu, par exemple, où, je vous le rappelle, il y a des territoires qui sont occupés jusqu'à ce jour par des groupes rebelles, surtout dans des carrières de mines. Lorsque vous allez vers le Kamituga et consorts, ce sont les groupes armés qui font la loi. Là, c'est au Sud Kivu, mais lorsque vous allez vers le nord, vous avez les Hauts-Touélé et les Bas-Ouélé, où vous assistez à une situation quasi de non-État, où des élèves verts en Mbororo et la LRA, parce qu'il faut se dire que la situation délétère qu'il y a au Soudan du Sud et en Centrafrique fait que ces zones, vous le savez, sont devenues pratiquement des portes d'entrée à n'importe quel aventurier. Donc la crainte est que quand même la Garamba vers le nord puisse constituer une base arrière à ces gens qui seront sûrement secoués par les forces armées de la République. Et donc on risque de vider l'Ituri de ces bandits pour armer le parc de la Garamba, donc les Hauts-Touélé et les Bas-Ouélé. Actuellement, il y a des situations où des élèves verts Mbororo sont armés, ils font la loi là-bas, ils tuent. J'aurais voulu que cet état des sièges soit élargi vers ces provinces-là. Sinon, nous risquons de passer les temps à chasser ici et puis aller... Donner refuge juste à côté où la situation sera moins calme. Alors vous dites que ça intervient un peu en retard par rapport à la souffrance de la population. Vous dites qu'il faudrait étendre ça d'ailleurs dans une superficie un peu plus large, mais il y a des gens qui s'opposent contre cela, qui voient en cela une dérive autoritaire de l'État qui pourra se permettre de faire ceci, cela, et que cela n'était pas nécessaire. Il y en a qui parient déjà sur l'échec de l'opération. Bon, moi je pense, Christopher, que ces gens-là, il faut bien le regarder. Je crois que si nous avons des services de sécurité, il faut commencer par les interroger pourquoi ils s'opposent à cela. Donc ils sont déjà des suspects numéro 1 de cette situation de fait qui est à l'est du pays. Parce que, je vous le rappelle, pourquoi je dis que c'est en retard, lorsque vous allez aux motivations qui donnent au président de la République, commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, ces prérogatives. Lorsque vous allez à l'article 85 de la Constitution, il est dit clairement que c'est lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité. Je vous épargne des autres états, disons de la suite de cet article. Mais c'est depuis bientôt 30 ans que cette situation dure à l'est du pays. Nous avions grandi dans cette situation. Nous avions grandi avec les crépitements de balles dans nos têtes. Nous avons fait des années sans aller à l'école. Vous comprenez que c'est depuis plus de 27 ans que cette situation a duré. Qu'aujourd'hui, on prenne quand même cette décision d'en finir une fois pour toutes, il faut le faire bien, mais aussi, il faut que l'État s'assume en indemnisant
ces provinces. Parce que l'article 52 dit que chaque citoyen a droit à la protection, a droit de vivre en paix partout sur toute l'étendue de la République. Donc, comme il y a eu cette désintégration du pouvoir public, comme il y a eu ces délitements de la puissance publique, et que la population du nord, du sud Kivu, ou du Haut-Ouélé, ou de l'Ituri n'a pas eu cette protection alors que lui garanti par la Constitution, je crois qu'il ne suffit pas seulement de mettre fin à ces désordres, il faut, et c'est un droit, il faut un plan Marshall. Parce qu'en même temps, on va chasser ces rebelles, mais si il y a encore des coins où on ne peut pas avoir accès parce qu'il n'y a pas de route. Je le rappelle aussi que même le peu d'hôpitaux qu'il y avait, ils ont été soit incendiés, soit détruits. Y compris les écoles ou toutes les autres activités. Sinon, ça c'est bien à la fin. Sinon, cher Christopher, on va chasser ces rebelles comme le même effet. Donc, le même cause produisant les mêmes effets. Nous allons revivre la situation. Parce que les jeunes n'auront rien à faire. Imaginez-vous que vous êtes dans un coin où, pour que les forces armées de la République accèdent à ces coins, il faut à peu près 1 semaine ou 2 semaines. Mais en même temps, un aventurier peut venir et s'installer comme il veut. Donc nous ne voulons pas seulement qu'on chasse ces bandits. Il faut mettre les conditions qui permettent aux forces de sécurité de sécuriser cette fois-ci cette population. Parce que trop, c'est trop. Ça, c'est juste dès le retour de la paix qu'il faudra justement se pencher sur cette situation. Le porte-parole de l'armée tout à l'heure a parlé d'à peu près 30 jours. Il est très déterminé. Il dit dans 30 jours, on pourra chanter déjà la victoire. Non, et il faut être réaliste, cher frère. Il faut être réaliste. En 30 jours, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais nous les souhaitons bien. Mais ce que je veux dire, c'est que concomitamment à ces opérations, on peut engager des entreprises, par exemple, pour commencer à faire les routes. Parce que ça profite en même temps au FARDC. Je vous informe qu'il y a des coins actuellement. Et je mets mes doigts coupés. Il y a encore jusqu'à ces jours des coins où, depuis 20 ans, on a vu un seul militaire. Et imaginez-vous, cher Christopher, c'est des zones, soit orifères, c'est des gisements d'or. Mais que voulez-vous, cher frère? C'est l'État qui a démissionné. À la merci des rebelles. À la merci de ces aventuriers, de ces bandits. Et curieusement, ce qui est normal, même vous à leur place, vous le ferez, les États voisins, c'est ceux aussi invités à la fête. Parce que quand vous avez un gouvernement qui joue le rôle du gouverneur de la ville de Kinshasa, donc vous avez des ministres qui sont des ministres de Kinshasa, qui pensent que Kinshasa c'est la RDC. On ne peut que vivre la situation malheureuse qu'elles sont en train de vivre au jour le jour, nos populations de l'Est. Et donc, je pense que s'il faut traiter cette question, il faut la traiter dans toute sa profondeur. Il ne faut pas soigner la fièvre, il faut chercher à savoir pourquoi il y a la fièvre. Entre-temps, état des sièges. On nous parle d'un gouverneur militaire, d'un vice-gouverneur policier. Les autres autorités politiques vont un peu se reposer, mais encore. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps d'état de siège? Mais ce sont des conséquences logiques au fait de cette décision. C'est normal, c'est des zones qui seront donc militarisées, c'est clair, parce qu'il s'agit bien d'une guerre. Mais la Constitution est claire en pareille circonstance, lorsque vous lisez, je crois, l'article 144, et elle essaie de définir un peu les conditions. C'est-à-dire restreindre quelques libertés. Les modus operandi de cette décision. Donc, c'est clair, il est clair que le président de la République va devoir signer une autre ordonnance pour justement la mise en œuvre de cet état de siège, parce que tout est prévu par la Constitution. Et donc vous donnez la chance à cette mesure. Vous pensez qu'au terme de celle-ci, on pourra voir un peu le bout du tunnel après autant d'années? Comme un Congolais Est-ce que ça n'a pas encore échoué de la guerre, je crois que c'est une décision qui, nous l'espérons, va soulager et qui va mettre fin à cette situation de non-État qu'on observe
à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, pour tout Congolais pris de paix, il ne peut que saluer ces décisions du commandant suprême et donc soutenir par ricochet les actions de nos FARDC sur terrain. Parce que il faut que l'Est cesse d'être vu comme ces Capharnaüm. Il faut que ce soit l'Est donne l'image des opportunités d'affaires pour finalement développer ce pays. Mais qu'est-ce qui pourrait mettre les bâtons dans les roues à cette opération et que l'on devrait déjà, dès maintenant, contrôler, éviter pour ne pas échouer? L'on parle par exemple des certains hauts gradés de l'armée qui n'entretiennent pas des bonnes relations avec la population, qui seraient en fait des traîtres ou ceci, cela, en tout cas sous réserve de quelques témoignages. Ça dérangerait déjà par exemple. L'on craint que militaire, par exemple, de mèche avec l'ennemi, puisse être responsabilisé dans telle ou telle autre région et causer justement l'échec de l'opération. Très bonne question. En effet, ce qui peut constituer les dangers à la faisabilité de cette décision de l'état de siège, c'est cette question d'affairisme au sein de l'armée. Ça peut constituer justement un bâton, mais aussi la non-prise en charge, comme il se doit, de nos forces armées. Imaginez-vous un militaire au front qui a un enfant ici à Kinshasa et des enfants et sa femme. Chaque fois, il reçoit des coups de fil de son épouse que mon enfant a été chassé à l'école, ou on nous a chassés de la maison, ou on n'a pas mangé. Même un militaire américain dans ces conditions, je ne pense pas qu'il puisse faire un miracle quelconque. Donc, tout doit passer par une prise en charge correcte de nos forces sur terrain. Le gouverneur qui doivent être nommés dans ces deux provinces, doivent bien connaître les terrains. Parce que vous ne pouvez pas aller à un endroit dans des opérations aussi musclées comme ceci, parce qu'il s'agit bien d'une mission bien déterminée pour un délai bien déterminé, il faut en amont qu'ils connaissent les terrains. Il ne faut pas que le 1 mois déjà passe pour lui permettre de faire la reconnaissance de terrain, vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas diriger un espace dont vous n'avez pas la maîtrise. Donc il faut, toutes ces conditionnalités-là mises ensemble peuvent permettre à ce qu'on connaisse quand même une accalmie. Mais aussi, il y a une autre question qu'on semble négliger, c'est la question d'instrumentalisation des tribus ou des ethnies. Vous savez, depuis 90, 93, les politiciens en mal de positionnement ont touché sur la fameuse fibre tribalo-ethnique, et c'est la même situation qu'on présente à défaut dans l'Ituri. La question entre Hema et Lendu et consorts, c'est de faux débats. Il faut que l'État, et c'est de son obligation, puisse jouer ce rôle pour justement éviter ces blagues-là. Parce que c'est des faux problèmes. Les vrais problèmes, c'est que la population a besoin de vivre en paix pour développer ce pays. Le pays a besoin de ressources venant de ces provinces pour accroître les recettes de l'État et construire. Et donc, si on peut parler de la solidarité nationale, il faut qu'un plan Marshall soit aussi proclamé dans ces provinces, parce que c'est depuis 27 ans que ces populations vivent dans cette misère, croupissent dans cette situation. Il faut que l'État joue son rôle, parce que normalement, l'État a failli. Et l'État doit essayer de se racheter par rapport à cette question, notamment, pas seulement en Ituri, pas seulement dans les Nord Kivu, mais dans les Sud Kivu, dans les Tanganyika, dans les Haut-Ouélé et dans les Bas-Ouélé. Parce que chaque Congolais, où qu'il se trouve, a droit à la sécurité. C'est l'article 50 de la Constitution. Et donc, si l'État a failli, il doit se racheter et mettre ces populations dans leurs droits. Parce qu'il s'agit bien de leur droit de vivre dans la paix pour leur épanouissement. C'est la Constitution. Et quand on exerce le pouvoir de l'État,
les seuls guides, c'est la Constitution. Quand vous passez outre la Constitution, je ne vois pas pourquoi vous chercherez à exercer le pouvoir. En parlant justement de Constitution, on parlait tout à l'heure des inquiétudes des uns et des autres, parmi lesquels des députés nationaux, par exemple, qui craignent que la loi soit violée avec cette mesure d'état d'urgence, que ça a été pris un peu en précipitation. Vous avez condamné cela, certes, vous dites que le mal est profond, il faut agir, il faut frapper, il faut arrêter de réfléchir, mais est-ce qu'on ne va pas regretter cette décision un peu plus radicale? Je ne pense pas du tout. Ces députés qui disent ces choses, comme je le disais tantôt, il faut bien les regarder. Ils doivent être suspects. Parce que cette décision... Parce qu'il ne faudrait pas commettre d'autres fautes en voulant laver les autres fautes. Non, vous savez, nous sommes dans une situation où il faut frapper fortement. Il faut extirper les cancers du corps. Il faut des actions fortes pour extirper ces cancers. Parce que, rien que dans les Nord Kivu, vous avez plus de 300 groupes armés. Imaginez-vous dans quelle situation vivent des populations. Vous avez des groupes armés étrangers, des groupes armés nationaux, et tout cela sur les dos de la population. Devant pratiquement un abandon total de l'État. Non. L'État a l'obligation de mettre ces conditions, de mettre les conditions qu'il faut pour que la population puisse vivre en paix. Et donc, il ne faut pas seulement voir le mal partout. Justement, nous devons soutenir cette action. Parce que ceux qui pensent que le Goma ou le Nord Kivu, Bunia ou, je ne sais pas moi, Mahagi-Port, ainsi de suite, c'est dans l'Ituri, non. Quand on touche à une province, c'est à toute la République qu'on touche. Justement, le président de la République a demandé une unité, une communion. Il faut qu'il y ait cet appui, tous azimuts, pour permettre à ce que, justement, il y ait réussite. Il ne faut pas que les gens voient le mal partout. Nous devons travailler justement pour que le FARDC puisse bouter dehors ces forces du mal, afin que finalement, nous puissions vivre en paix. Parce que c'est des territoires essentiellement aurifères, c'est essentiellement des gisements de minerais qui profitent malheureusement aux pays voisins. Est-ce que cette situation aussi, c'est vrai que si le président de la République arrive à stopper cette situation qui dure depuis bientôt 30 ans, vous venez de le dire, ce serait un grand pas pour la RDC, il entrerait vraiment dans l'histoire. Est-ce qu'il ne joue pas un tout petit peu aussi de la politique dedans? Parce qu'on lui a reproché que depuis le début de son mandat, ça n'a vraiment pas été ce que l'on s'attendait. C'est vrai, c'est un peu stoppé par la pandémie, stoppé par des guerres politiques en interne, ceci, cela. C'est un nouveau chantier qu'il démarre après avoir un tout petit peu tâtonné du côté du social de la population. Est-ce que cette bataille au niveau de la sécurité n'est pas un tout petit peu politique aussi? Mais politique ou non, il a été élu sur base d'un programme. Je vous rappelle qu'en 2006, l'essentiel de la campagne du candidat Joseph Kabila était de ramener la paix à l'Est. En 2011, c'était l'essentiel de sa campagne. Mais après, donc, tout doit être politique parce que ça relève d'un programme. Il a été élu, le président Félix Tshisekedi a été élu sur base d'un programme, et dans ce programme figurait au plus haut point les retours de la paix à l'Est. Et vous vous souvenez, à Bukavu, il a dit que pour Béni, il est prêt même à donner sa vie. Donc, aujourd'hui, la question de l'Est est éminemment politique. Et donc, il faut des décisions aussi fortes et éminemment politiques. Parce des décisions fortes et éminemment politiques. Et vous aviez dit tout à l'heure que cet état de non-droit qui règne dans cette partie est du pays invite aussi les pays frontaliers à la fête. Ils viennent se servir aussi. Mais le président de la République, qui est également président en exercice de l'Union africaine, donc on espérait qu'il puisse jouer de cette influence-là depuis ce temps, entretient quand même des rapports, on va dire, excellents avec ceux-là même que vous venez d'accuser tout à l'heure, ces pays voisins qui profitent de cette situation. Vous savez, quand il y a désagrégation du pouvoir, la puissance publique à l'interne,
même à l'externe, vous n'avez plus la force. Justement, vous êtes internationaliste. Si vous voulez qu'on vous respecte de l'extérieur, il faut être organisé de l'intérieur. Et même à l'Union africaine, si on sent que chez nous, ça continue à crépiter, personne ne nous respectera. Comment allons-nous résoudre le problème des autres pendant que chez nous, ça crépite? Il faut d'abord résoudre cette question sur le plan international, mais sur le plan économique. Savez-vous combien de millions échappent au trésor public alors que nous avons besoin d'argent? Nous venions de parler la question de prise en charge de nos militaires qui pose problème, simplement parce que l'État dit qu'il n'a pas de moyens, mais des millions et des millions de dollars qui quittent le territoire congolais où l'État n'existe pas, mais qui profitent aux pays voisins. Savez-vous que le Rwanda aujourd'hui a multiplié à autant de fois son budget de l'agriculture parce qu'il ne fait pas l'agriculture seulement pour son pays, mais essentiellement pour la population du Nord Kivu. Le Rwanda avec lequel Félix Tshisekedi entretient de très bonnes relations. Mais justement, vous savez, des bonnes relations, il faut relativiser. Il s'agit bien des questions d'intérêt. Il n'y a pas d'amis. Donc c'est une stratégie. C'est des stratégies évidemment pour continuer ce qu'ils ont commencé. Mais il faut qu'on s'organise, je l'insiste, dès l'intérieur. Donc ce sera le plus grand pas si la paix revient à l'Est. Vous allez voir que même le budget va monter. C'est pourquoi j'insiste et je plaide pour qu'il y ait un état de plan Marshall pour ces provinces. Parce que c'est des provinces éminemment riches, mais qui ont été abandonnées depuis des années. Mais en même temps, nous avons besoin d'argent. Finalement, que voulons-nous? Quelle position vous donnez? Hier, le président de la République a appelé à l'unité nationale, une des formules pour arriver à bon port. Justement, c'est ce qui parfois crée des problèmes ici en République démocratique du Congo. On est divisé sur tous les sujets. Donnez quelques raisons pour terminer à la population, à tous les acteurs politiques, société civile et consorts pour s'unir et les bénéfices que l'on pourra acquérir à l'issue de cette grande opération initiée par le président de la République. Vous savez, nous sommes une grande nation. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un pays continent. Et si on peut avoir encore un peu de respect envers l'extérieur, c'est parce que depuis 60, on a tenté de nous diviser, on n'a pas réussi. Malheureusement, il faut absolument que nous essayons quand même de prendre conscience que l'ennemi est en train de réussir petit à petit à couper cet élan d'unité et de solidarité. Parce qu'à voir ce qui se passe dans la région de l'Est depuis des années, s'il y avait une vraie mobilisation, on allait en finir. Donc il est maintenant temps qu'on s'unisse parce que Goma c'est le Congo, Bunia c'est le Congo, et donc ensemble, unissons-nous pour soutenir le chef de l'État, soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, parce que cette situation de non-État ne profite ni à ceux qui sont à l'opposition, ni à ceux qui sont au pouvoir. Avant tout, c'est les Congos, parce que même vous, à l'opposition, demain, vous serez appelé à diriger les Congos, vous ne serez pas fiers de diriger un pays émietté. Donc, mettons-nous ensemble pour essayer d'être derrière nos forces armées et de nous maintenir ces pays tels que nous ont légué le père de l'indépendance. Et ce sera une fierté pour tous, opposition comme pouvoir. Mais l'essentiel, c'est que le Congo soit uni et fort. Merci beaucoup, Monsieur Christian Choukourou. Je rappelle que vous êtes internationaliste, analyste politique. Avec vous, on a abordé, en tout cas dans tous les sens, cette actualité de l'état de siège décrété par le président de la République pour les provinces du Nord Kivu et des Lituri. Voilà ce Kinshasa Direct qui arrive à terme. Nous avons parlé de deux sujets. À part celui-ci, nous avions évoqué tout à l'heure le RAM, ce registre des appareils mobiles il s'agit d'une taxe initiée par la RPTC et les ministères des Pétentiques qui dérange vraiment la population, qui énerve les députés nationaux. Claude Missaré a été l'auteur d'une question
orale avec débat attendu au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Le ministre Augustin Kibasa Maliba devra répondre dans les jours qui viennent si le bureau trouve cela favorable. Merci beaucoup de votre attention soutenue, d'avoir suivi ce magazine Vespéral Kinshasa direct sur Télé 50. Restez fidèles à nos différents programmes. Tout à l'heure, vous suivrez la grande édition du journal avec Gloria Mbouya Moutala. Quant à moi, je vous dis au revoir, vivez heureux, vivez sans temps.